Histoire de la littérature française. La littérature française comprend l'ensemble des œuvres écrites ou orales par des écrivains de nationalité française ou de langue française. Elle peut également se référer aux littératures écrites par des citoyens français qui écrivent dans des langues de France telles que le basque, le breton. La littérature médiévale en France correspond à des œuvres écrites entre l'an 1000 et l'an 1501 dans diverses langues issues du latin, langue d'Oïl au nord et en langue d'Oc au sud. Chronologiquement, on retient d'abord le genre épique des chansons de geste qui exaltent les exploits des chevaliers, exemple. La chanson de Roland, XIe siècle, puis vient la littérature courtoise, apparue au XIIe siècle, qui voit trouvères et troubadours chanter l'amour parfait dans leurs poèmes et Chrétien de Troyes qui a écrit les romans de la Table ronde, alors que la fin de la période offre une poésie lyrique authentique avec Rutebeuf, au XIIIe siècle, et surtout François Villon, au milieu du XVe siècle. À côté des gens nobles apparaissent des gens populaires, souvent connus, comme les fabliaux, le satirique roman de Renard ou au théâtre les farces comiques à côté des mystères au sujet religieux. D'autres genres existent aussi comme le genre semi-littéraire de la chronique historique avec Joinville ou Froissart. Les premiers grands textes de la littérature française datent de la fin du XIe siècle, époque de développement de l'agriculture et d'expansion démographique après des périodes d'invasion, d'anarchie et d'épidémie. Les deux sentiments dominants, passion guerrière et sentiment religieux, inspirent les poèmes sur la vie des saints, comme la vie de saint Alexis, et les chansons de geste sont de longs poèmes comportant des milliers de vers destinés à être chantés en public par des jongleurs, composés en langue d'Oïl par des trouvères. Elles relatent, sous une forme épique mêlant légendes et faits historiques, des exploits guerriers passés, et mettent en valeur l'idéal chevaleresque. La plus ancienne et la plus connue est la chanson de Roland, écrite au XIe siècle. Elle raconte, en les idéalisant, les exploits de l'armée de Charlemagne et de son neveu Roland. Elle se rattache à la matière de France, opposée à la matière de Bretagne et à la matière de Rome. La littérature courtoise, apparue dans le sillage de la Renaissance du XIIe siècle, a pour thème principal le culte de l'amour unique, parfait et souvent malheureux. Elle trouve son origine dans l'Antiquité, intègre des influences orientales dues au retour des croisés, et s'inspire de légendes celtiques. Ainsi, la légende de Tristan et Iseult, relatée par Béroul, raconte l'histoire d'un amour absolu et impossible qui se termine par la mort tragique des amants. Le roman courtois naît avec Chrétien de Troyes également au XIIe siècle. Ces romans comme Yvain, Lancelot et Perceval mettent en avant un idéal aristocratique et chevaleresque. À la même période, la poétesse Marie de France rédige les Laits, des récits en vers glorifiant l'amour courtois. Le roman de la Rose, datant du début du XIIIe siècle, est l'un des derniers écrits portant sur le thème de l'amour courtois, et cela seulement dans son court début écrit par Guillaume de Lorris. Le reste du poème, continué par Jean de Meung, contient au contraire des passages d'une étonnante misogynie, qui seront attaqués au XIVe siècle par la poétesse Christine de... Le roman de Renard, rédigé par des auteurs anonymes, est un ensemble de poèmes qui relatent les aventures d'animaux doués de raison. Les auteurs raillent dans ces poèmes les valeurs féodales et la morale courtoise. Ce récit est également une violente satire sociale. La poésie bourgeoise s'épanouit au XIIIe siècle avec Rutebeuf. Le poète parisien se fait l'écho de la faiblesse humaine, de l'incertitude et de la pauvreté à l'opposé des valeurs courtoises. Plus tard, Eustache Deschamps témoigne de la société et des mentalités pendant la guerre de Cent Ans. Après la guerre de Cent Ans, le poète François Villon traduit le trouble et la violence de cette époque. Le théâtre religieux se développe tout au long du Moyen Âge. Il met en scène les mystères, c'est-à-dire les fêtes religieuses comme Noël, Pâques et l'Ascension. Au contraire des genres littéraires précédents plutôt aristocratiques, il s'adresse au plus grand nombre. À côté de ce théâtre religieux, un théâtre comique appelé farce apparaît au XVe siècle où il est durement combattu par les autorités religieuses. Dès le début du XVIIe siècle,
Honoré d'Urfé connaît un grand succès avec son roman Précieux Lastré, roman d'aventure en partie autobiographique paru entre 1607 et 1633. C'est l'un des plus considérables succès du siècle, qui n'aura pas de postérité véritable dans le genre du roman pastoral, mais une influence considérable sur le roman, le théâtre, Molière, l'opéra et les mentalités. Le XVIIe siècle compte deux grands courants littéraires tout à la fois concurrents mais aussi complémentaires, le classicisme et la littérature baroque. Concurrent car le classicisme en littérature s'imposera face au baroque mais aussi complémentaire car certains auteurs ont été influencés par les deux courants à la fois, comme Pierre Corneille. Mais dès la fin du siècle se dessine en littérature un courant de pensée qui annonce déjà les Lumières, peut-être avec La Bruyère, par exemple. Les grands noms de la littérature de cette époque sont Corneille, Jean Racine, Molière, Pascal, La Rochefoucauld, La Fontaine, Nicolas Boileau, La Bruyère, Madame de La Fayette, Madame de Sévigné, le cardinal de Retz. Le XVIIIe siècle est appelé « siècle des Lumières ». Par cette métaphore la plupart des auteurs majeurs de ce siècle prétendent consacrer, à travers l'esprit de la Renaissance et le cartésianisme du siècle précédent, le triomphe de la raison sur les ténèbres, l'obscurantisme et les préjugés. Les Lumières sont un phénomène européen, mais les philosophes français cristallisent le mieux les idées du siècle et donnent du relief à des nouvelles valeurs qui, au-delà de la Révolution française, marqueront durablement l'Europe et le monde. Les principaux philosophes francophones des Lumières sont Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot et Montesquieu. Grands écrivains français du XIXe siècle. Si le XIXe siècle est important par le nombre de chefs-d'œuvre que la littérature française a engendré, cette ère, remarquable dans l'histoire de la littérature française, reste difficile à appréhender, et ce, en dépit de son caractère relativement récent. Pour de nombreux historiens de la littérature, le XIXe siècle littéraire français demeure celui du romantisme, d'abord avec Chateaubriand, puis avec Victor Hugo, du réalisme avec Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant et du naturalisme avec Émile Zola. Le romantisme et son foisonnement peuvent trouver partiellement leur cause dans certains points de vue cis. Certains mettent l'axe sur l'élan de liberté qu'a suscité la Révolution française, élan de liberté suivi d'un désordre, d'une confusion entraînée par l'instabilité, l'incertitude politique qui émane de la première moitié du siècle. Dans cette optique, on voit l'écrivain avec ses idéaux, manifestant son opposition à l'ordre politique et social. Pour d'autres, la place de la Révolution française et des troubles politiques qui s'ensuivront n'explique pas ou pas entièrement l'efflorescence du romantisme français, prenant pour preuve la naissance antérieure des romantismes anglais et allemands dans des pays qui ne furent pas secoués par la moindre révolution. Ils insistent plutôt sur l'influence qu'ont exercé l'étude et la lecture des littératures anglaises et allemandes par les hommes de lettres français. Le réalisme est une étiquette plus vague, accolée postérieurement aux écrivains à partir des définitions de Champfleury, Stendhal et Balzac se situant entre le romantisme et le réalisme. Gustave Lançon dans l'histoire de la littérature française, 1894, a longtemps fait autorité, a consacré de très importantes pages à Balzac où il définit la part de réalisme de son œuvre et la part de romantisme. Ainsi, par ses impuissances et par sa puissance, Balzac opérait dans le roman la séparation du romantisme et du réalisme. Il reste cependant dans son œuvre quelque chose d'énorme, une surabondance et une outrance qui en trahissent l'origine romantique. Le naturalisme, en revanche, procède d'une véritable démarche qu'Émile Zola a longuement explicitée. La littérature française du XXe siècle a été profondément marquée par les crises historiques, politiques, morales et artistiques.
Le courant littéraire qui a caractérisé ce siècle est le surréalisme, qui est surtout un renouveau de la poésie, André Breton, Robert Desnos, Paul Éluard, mais aussi l'existentialisme, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, qui représente également une nouvelle philosophie. L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. La source première chez les artistes de ce siècle est en rapport avec les conflits politiques de l'époque. La guerre est ainsi présente aussi bien dans la poésie que dans les romans. Marcel Proust, un des grands auteurs français du début du XXe siècle. Concernant ce siècle, Marcel Proust est parfois considéré comme le dernier grand auteur français. La seule comparaison est à chercher du côté de Louis-Ferdinand Céline, dans le rôle non négligeable qu'il a joué dans la remise en cause d'une narration trop policée et loin de la vie, par une approche syntaxique et sémantique au plus proche de la réalité sensible et la création d'une langue littéraire mêlée à un argot fantaisiste dans le but que la phrase évoque, touche le lecteur plus qu'elle ne dit. Aussi, Céline s'est illustrée. En France, le nouveau roman, théorisé par Alain Robbe-Grillet dans Pour un nouveau roman, ne concerne initialement que peu d'écrivains mais a inspiré ensuite toute une génération d'écrivains regroupés aujourd'hui dans les éditions de Minuit, dont Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, Tanguy Viel, Christian Auster, Laurent Mauvigné ou Christian Gailly. Après cela, plus aucun mouvement au sens strict ne réussit à émerger. L'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, auquel ont appartenu Queneau ou Pérec, et aujourd'hui des auteurs comme Roubaud, Fournel, Jouet et Le Tellier, ne se conçoit en effet pas comme un mouvement, mais comme un groupe de travail. Il en va de même pour la nouvelle fiction regroupant des romanciers tels que Hubert Haddad, Frédéric Tristan ou Georges-Olivier Châteauret-Reynaud. Aujourd'hui on a cru pouvoir rapprocher un certain nombre d'écrivains autour de la notion d'autofiction créée par Serge Doubrovski. Pour autant, il est parfois difficile de rassembler sous une même étiquette une palette d'écrivains aux sensibilités, aux démarches artistiques et aux univers parfois antagonistes. Cette définition est aussi un argument mis en avant par les détracteurs d'une littérature trop nombriliste, germanopratine et qui, d'un point de vue strictement commercial, semble trouver peu d'écho à l'étranger dans la continuité des romans de terroir du XIXe siècle, dont l'une des représentantes fut George Sand. La littérature de terroir français a continué de s'illustrer avec des auteurs comme Pierre Jacquet-Elias, Le Cheval d'Orgueil, et Henri Vincenot dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce genre continue de se développer avec des auteurs comme Jean Anglade ou Jean-Paul Malaval. Les mouvements littéraires les plus importants ont été le surréalisme, Paul Éluard, André Breton, Robert Desnos. L'existentialisme est un courant philosophique et littéraire qui considère que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions, celles-ci n'étant pas prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales. L'existentialisme considère chaque individu comme un être unique maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. L'existentialisme, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus et Maurice Merleau-Ponty. Le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Le théâtre de l'absurde, Antonin Artaud, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamoff. Littérature française du XXIe siècle. La littérature française, en ce début XXIe siècle, revient à des formes plus traditionnelles, contrastant avec le foisonnement et l'innovation formelle du XXe siècle. Même s'il est aujourd'hui malaisé de dégager ce que l'on pourrait appeler des courants littéraires, nous pouvons tout de même repérer des tendances. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité de l'autofiction. Serge Doubrovski, créateur de ce néologisme, considère Colette comme la pionnière de cette autofiction qui a connu, en ce début de siècle, un succès public et critique certain. Mais cette notion d'autofiction est loin d'être homogène,
car la nature exacte de la synthèse, de l'autobiographie et de la fiction, est sujette à interprétation. Pourtant il nous est possible de distinguer quelques types, une autofiction qui ne serait ni une biographie, ni un roman naturellement, qui est au-dessous de la littérature, quelque part entre la littérature, la sociologie et l'histoire, représentée par Annie Ernaux. Une autofiction qui s'inscrirait dans une réflexion générale sur la construction identitaire de l'écrivain contemporain dans son rapport à l'écriture et aux médias, d'où cette autofiction plus formelle est représentée par Chloé Delhomme qui se définit comme une praticienne de l'autofiction considérant que la mise en écriture modifie le réel. Quant à Marie Darrieussecq, elle voit dans l'autofiction une assertion qui se dit feinte et qui dans le même temps se dit sérieuse. Autrement dit, l'auteur d'autofiction tout à la fois affirme que ce qu'il raconte est vrai et met en garde le lecteur contre une adhésion à cette croyance. Dès lors, tous les éléments du récit pivotent entre valeurs factuelles et valeurs fictives, sans que le lecteur puisse trancher entre les deux. Et enfin, nous pouvons distinguer une autofiction vulgarisée. On la retrouve sous la plume d'écrivains à scandale comme Christine Angot. Le réalisme magique se distingue en ce début de XXIe siècle, porté par des auteurs tels que Marie Ndiaye, Véronique Ovaldé ou Sylvie Germain. La notion de minimalisme ou de roman ludique, au cours des années 1980, le terme de minimalisme est apparu puis s'est rapidement répandu pour désigner des auteurs ayant en partage un héritage. Le nouveau roman, toute une génération d'écrivains regroupés aujourd'hui autour des éditions de Minuit dont Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, Laurent Mauvigné ou Éric Chevillard. Même si l'idée de minimalisme fait encore débat, la notion de minimalisme se caractérise, selon Marc Dambre, par un réenchantement sans illusion du monde, la recherche d'un nouvel ordre narratif, la présence accrue du ludique, une mise à distance de l'incongru et une manière de prendre le mot au mot. Des caractéristiques communes qui ont poussé Olivier Bessard-Banqui à proposer la dénomination de roman ludique pour regrouper ses auteurs, l'occasion de séparer minimalisme et littérature ludique. Le goût du jeu est en effet chez eux bien plus marqué que la tentation du peu. C'est pourquoi l'étiquette du minimalisme si tant est qu'elle ait un sens doit être réservée à des ouvrages de peu, revendiquant à l'évidence une indigence absolue. La notion de minimalisme ou de roman ludique, au cours des années 1980, le terme de minimalisme est apparu puis s'est rapidement répandu pour désigner des auteurs ayant en partage un héritage, le nouveau roman, la recherche d'un nouvel ordre narratif, la présence accrue du ludique, une mise à distance de l'incongru et une manière de prendre le mot au mot. Des caractéristiques communes qui ont poussé Olivier Bessard-Banqui à proposer la dénomination de roman ludique pour regrouper ses auteurs, l'occasion de séparer minimalisme et littérature ludique. Le goût du jeu est en effet chez eux bien plus marqué que la tentation du peu. C'est pourquoi l'étiquette du minimalisme si tant est qu'elle ait un sens doit être réservée à des ouvrages de peu, revendiquant à l'évidence une indigence absolue. L'hypothèse du minimalisme positif, notion créée par Rémy Bertrand, dans son essai Philippe Delerme et le minimalisme positif, désigne une littérature articulée sur le bonheur au quotidien. Une vision de l'écriture et de la vie apparaît, dès lors, de façon cohérente. Il s'agit de préciser les conditions de possibilité d'une écriture du quotidien, de débarrasser le quotidien et le bonheur des oripeaux de l'espérance, tout en fondant spontanément une éthique holistique du banal, et ce, dans une forme brève. Sous cette bannière du minimalisme positif, Bertrand rassemble plusieurs auteurs, Philippe Delerme, Bobin, Jean-Pierre Ostende, Pierre Michon, Visage, tous, chantres des plaisirs simples. Il faut tout de même noter que cette notion de minimalisme positif est contestée par une partie de la profession notamment Pierre Jourde,
réunir les auteurs du même type que Delerme en une sorte d'école, bref ériger cela en phénomène littéraire revient à encourager le développement actuel de la littérature de confort.